Ok, ma préoccupation, bien entendu, concerne la filière cacao. Tout récemment, il y a eu une crise. Alors, en tant que, j'allais peut-être dire spécialiste, si vous pouvez vous prononcer un peu sur cette question de crise. Et puis, ma deuxième préoccupation concerne le dialogue avec le gouvernement. À ce niveau, au jour d'aujourd'hui, où en êtes-vous concernant le dialogue? Merci. Monsieur le porte-parole, je reviens encore sur le cas Yapo Valéry. Recevant les députés au palais présidentiel, le président Alassane Ouattara a dit qu'il ne voulait pas des indépendants. Laurent Gbagbo également s'est séparé de ces indisciplinés. Au PDCI RDA, qu'est-ce qui coince? Pourquoi la direction du parti ne prend pas une décision ferme contre ceux qu'on qualifie d'indisciplinés? A-t-elle l'enseigne que Valéry Yapo, qui est allé en indépendant, ressurgit encore pour venir demander la démission du président Tidiane Thiam sans que la direction du parti jusque-là ne réagisse pas? Merci. Monsieur le porte-parole, récemment, on a vu que le PDCRDA a pris part au palais présidentiel à la cérémonie de présentation de vœux, alors que bon nombre de citoyens pensaient que le parti allait boycotter cette cérémonie. Est-ce qu'on peut savoir les motivations de cette participation, surtout que le PDCI s'est senti floué, on va dire, à la présidentielle passée? Merci. Merci. On remet le micro à la dame d'abord, et puis le monsieur pour la dernière question. Première question, est-ce que vous pensez donc qu'il y aura un congrès en 2026 au PDCI? Et deuxième question, c'est pour confirmer ou informer une information selon laquelle le président Thiam aurait demandé sa réintégration dans la nationalité française et cela lui aurait été refusé. Monsieur le porte-parole du parti, vous avez critiqué un peu le système en place parce que le système, vous avez dit, il s'est accaparé du tout. Mais on a constaté que malgré que vous étiez en prison, vous avez gagné les élections. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous avez un peu de confiance dans ce même système? Parce que si vous n'avez pas de confiance, ce n'est pas évident que vous pourriez gagner les élections législatives qui ont eu lieu. Maintenant, est-ce que ça veut dire également que vous pourriez faire mieux si vous étiez plus unis au niveau de l'opposition? Parce qu'on a constaté que vous avez le CAPSI, ça n'a pas marché, mais maintenant que le PDCI seul est allé aux élections législatives, elle a pu gagner des sièges, bien que vous avez perdu des sièges par rapport au passé. Est-ce que ça veut dire que vous avez un peu de confiance par rapport au système en place qui est là? Voilà ma question. Merci. La première, c'était que on a beaucoup critiqué le système et après, on a gagné des élections. Mais si vous avez bien écouté mes propos liminaires, j'ai dit qu'il fallait le dialogue politique. Et que depuis 1995, les élections, notamment les élections présidentielles, ont connu des effets sur la population qui ont créé des dégâts, souvent même des morts, des choses. Et pour cela, le dialogue politique devrait donc solder ça pour que, et si vous retenez bien, une autre génération, moi je suis de ceux qui sont nés avant l'indépendance, ne peut pas se permettre de léguer aux générations qui suivent un tel héritage. Il faut donc que nous leur permettions d'avoir des meilleurs réflexes, des meilleures situations après les élections ou avant les élections. Donc ça c'est quelque chose, c'est un constat. C'est un des faits, ce n'est pas moi qui le dis. Donc ce n'est pas des critiques. Et vous-même qui êtes du journaliste, chaque fois qu'on a des élections, notamment présidentielles, quand on regarde vos publications les jours, tout le monde retient son souffle. Ce n'est pas à l'honneur de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Donc je pense que même si on remporte, on peut remporter sans que cela n'arrive. Ce n'est pas une critique, c'est un constat, c'est un souhait, c'est quelque chose qui est bien pour les Ivoiriens. Ce qui est bien ailleurs doit être bien aussi en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que nous disons. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont élus que le système est parfait. Même dans les endroits où un indépendant d'un parti politique et un choix d'un parti politique seul ont été candidats, il y a eu des contestations. Il y a eu des problèmes qui sont posés quelquefois au sein même des élections, en nos sein, comme des élections au niveau national. Donc, c'est tout cela qu'il faut parfaire. Quand il y a eu des dégâts, où il y a eu des morts, où il y a eu des dégâts matériels, cela peut s'éviter à travers le dialogue que Houphouët-Boigny nous a laissé comme instrument de règlement de tous les conflits. C'est ce que je veux dire. Maintenant, le fait que je sois élu, c'est peut-être ces exceptions-là qui confirment la règle.
Donc, ce n'est pas parce que nous, on a été élus qu'on va nier qu'il n'y a pas eu des problèmes. Vous avez vu, moi, j'ai même vu certains journalistes qui étaient des grands défenseurs du parti au pouvoir, je ne dis même pas des journalistes, des consultants, des débatteurs, qui se sont essayés à l'élection des législatives. Et après, ils sont venus, ils sont plus critiques que nous-mêmes. Quand j'étais en détention, j'avais la télévision, je regardais, et puis je souriais. Je dis, mais voilà des gens qui ont défendu, ils ont essayé, ils ont vu que d'abord, se faire élire, ce n'est pas facile. Ah ça, c'est clair, ce n'est pas facile. Quand vous défendez ce qui est contraire à la population, vous pensez défendre quelque chose, mais elles vont vous faire payer cash. Ceux-là ont payé cash de ce qu'ils ont parlé des problèmes qui ne concernent pas la population, des problèmes qui le concernent. Donc, nous disons que, quelle que soit la situation, on peut s'améliorer. Il faut l'améliorer. Et le parti au pouvoir doit avoir pour miroir l'opposition. Je l'ai toujours dit ici. Moi, je ne fuis pas mes choses. Mes positions restent les mêmes. Que des choses ne vont pas, il faut le dire. Au risque de sa liberté. Mais on le dit. Donc, je pense qu'à un moment ou un autre, la vérité ne va toujours pas triompher. Maintenant, en ce qui concerne votre deuxième question, au niveau de l'union de l'opposition. Mais si nous avons échoué, c'est parce qu'il n'y a pas eu union de l'opposition. Ça, c'est un fait. Mathématiquement, quand on regarde bien, on devait pouvoir avoir ne serait-ce qu'une bonne majorité à l'Assemblée nationale. Mais on ne l'a pas fait. Donc, là aussi, c'est des leçons à tirer. Voyez-vous, en 1995, il y a eu quoi? Il y a eu un boycott. En 2000, vous savez ce qui s'est passé. En 2020, vous savez ce qui s'est passé. En 2025, vous savez ce qui s'est passé. Selon qu'on soit d'un côté ou de l'autre, on a des problèmes. Donc, c'est de tout ça là qu'il faut que nous tirions une leçon pour que notre génération ne lègue pas cela aux générations qui suivent. Je répète ça. Nous ne pouvons pas nous permettre de léguer ces conditions-là, y compris ces comportements, y compris ces choses aux générations qui viennent. La génération qui vient, les générations qui vont nous suivre, doit être plus démocratique, plus respectueuse des règles, et que les choses doivent être correctes, et qu'après une élection, ce soit des félicitations qui suivent plutôt que des contestations. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau-là. Donc, je maintiens cela, et c'est la position du PDCI-RDA. Maintenant, revenant donc aux premières questions, quelqu'un est revenu sur Yapo Valérie, sur les indisciplines. Voyez-vous, c'est vous les journalistes aussi qui donnez l'importance à ce genre de choses. C'est vous les journalistes. Depuis 2 jours, vous ne parlez que de ça. Et si on n'en parlait pas? Et si on n'en parlait pas? Oui, mais comme vous avez besoin de scoop, on dit le PDCI est divisé, le PDCI est comme ça. Mais vous êtes bien en train de faire la publicité du PDCI, merci. Mais je ne vais pas aller trop loin. Un tel événement dans certains partis politiques sera classé 5e position, puisque les problèmes plus importants sont là. Donc nous, on n'a pas... Moi, je n'ai pas l'habitude de répondre aux individus, je réponds aux idées. L'idée qu'elle émet, c'est la démission du président. Et je suis content qu'elle demande la démission parce qu'elle reconnaît au moins que le président a été élu, qu'il a sa place. Et que quand on demande la démission de quelqu'un, on s'adresse à cette personne-là. Il appartiendrait au président Tidjane Thiam d'accéder à sa demande. Et comme le président Thiam est soutenu par la majorité, donc on faut lui dire que c'est peine perdue, elle n'a qu'à arrêter. C'est ce qu'il veut dire. L'indiscipline, pourquoi on ne les sanctionne pas? Nous sommes un parti qui a des règles. Vous vous rappelez, j'étais assis ici, quand je disais la veille, on avait eu des loubas ici, parce que certains ont été convoqués au conseil de discipline, et on avait créé plein de problèmes ici. Nous, on a des procédures. Elle a dit que pourquoi on a fait, les gens ont dit pourquoi on a fait ça, on a fait. Nous respectons les choses. Et puis nous pensons aussi que l'homme peut évoluer. Le président Fauboye nous a dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Elle verra à un moment donné, nous allons modifier nos tests. J'ai commencé déjà à lire certaines propositions et il faut rendre un pouvoir au président du parti.
de prendre des décisions quand le bateau tangue. C'est ça. Il ne faut pas attendre qu'après le naufrage pour dire le président doit faire cela. Donc ça, c'est extrêmement important. Vous avez vu, quand on devait aller aux élections législatives, certains membres du PACI se sont hasardés à être candidats. Le président Gbagbo les a automatiquement sanctionnés parce que leur test leur permettait de le faire. Vous avez cité, quelqu'un a cité, le président Ouattara a dit il ne va pas besoin des indépendants. Parce que les tests de son parti lui permettent en tant que président de prendre des décisions illico. Mais nous sommes tellement démocratiques que nos procédures sont longues. Nous sommes tellement démocratiques que nous prenons. Il faut donner le pouvoir au président du parti de sanctionner quand l'attitude d'un militant heurte la cohésion et met la vie du parti en danger. Il faut que prochainement dans nos réformes, ce soit clair et net. Une fois que c'est fait, c'est fini. L'AIP, la cérémonie de vœux. Mais je crois que j'ai passé tout mon temps ici à faire des conférences de presse et je me rends compte que les gens oublient. En 2025, je crois, ce cas a été posé ici. Et j'ai dit qu'on ne nous a pas officiellement invités. On a vu une déclaration dans la presse pour dire que le PDCI-RD a été invité au vœu et que nous avons un siège. Et que si on nous envoie un document en bonne et due forme à notre siège, nous analyserons l'opportunité d'y aller. Et cette fois-ci, ça a été fait. Ils nous ont entendus. Quand vous revendiquez quelque chose qui est satisfait, il faut reconnaître qu'ils nous ont invités en bonne et due forme. Et comme bien, nous aussi, on sera au pouvoir à un moment donné, on a été au pouvoir, nous allons faire la même chose. Si nous refusons d'y aller en bonne et due forme, et aussi seront en mesure de nous refuser en bonne et due forme. Et comme nous sommes un parti responsable et souverain, le président du parti a instruit donc son équipe d'y aller. Le fait d'y aller, ça n'enlève rien à notre indépendance, ça n'enlève rien à notre souveraineté, ça ne fait que grandir le PDCI-RDA, qui est un parti républicain. BBC, le Congrès, mais je vous ai dit que l'aboutissement de toutes ces réformes, c'est pour aboutir à un bureau politique. Et le bureau politique va annoncer le Congrès. Nous en avons vraiment besoin, parce que comme vous voyez les tests, il y a certains tests qui sont trop flexibles, d'autres sont trop durs, d'autres sont trop lourds à mettre en œuvre. Après 80 ans d'existence, le PDCI-RDA doit s'habiller aux couleurs de la modernité, aux couleurs de la rapidité, de la célérité, aux couleurs des actions concrètes, aux couleurs de la représentativité et de la légitimité. Beaucoup de gens disent « je suis membre du bureau politique », mais on ne sait même pas où ils vont, où ils sont, dans la presse. Ceux-là, pour être membre du bureau politique, je pense que le bureau politique doit être une assemblée et un organe de décision beaucoup plus restreint doit être mis en place pour prendre les décisions urgentes. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut. Donc, nous aurons un congrès, mais c'est le bureau politique qui fixe la date du congrès. Ce sont les tests. Cette année, nous allons faire un bureau politique, ça c'est sûr. Dès que nous aurons tout simplement un bureau politique. Et ne vous en faites pas, je vais dire comment on va faire un bureau politique. Mais nos tests sont clairs là-dessus. Si le président n'est pas physiquement présent, il peut le faire par télé ou bien il peut déléguer son pouvoir à son secrétaire exécutif en chef pour présider le bureau politique. Donc ça, les tests de pouvoir déjà, donc j'anticipe vos soucis sur cela. Il n'y aura même pas de problème. Voilà. Je crois que c'est ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Vous savez, c'est vous, des Occidentaux, qui faites la ligne entre les problèmes personnels et les problèmes politiques. Non, vous représentez un journal occidental. Donc, vous savez, les problèmes liés, si demain vous avez dit, mais pourquoi moi j'ai fait une adjonction des trucs pour ma fille, elle s'est mariée, ça n'a rien à voir pour politique. Politiquement, Tidjane Thiam est utile, il nous sert, il y va. Il peut changer de nationalité, il peut divorcer, il peut se remarier, c'est ça, on ne traite pas ça ici. Voilà, on le laisse. Nous, c'est son intelligence, c'est sa capacité à nous mobiliser, sa capacité à attirer le monde, à nous ramener le pouvoir qu'il fait en France, en Europe,
il y a des gens qui sont homosexuels, ils sont présidents, d'autres sont célibataires, ils sont présidents, d'autres sont mariés, ils sont présidents. Ça ne nous intéresse pas. Voilà, donc moi je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Clairement, pour le moment, Tidjane Thiam est ivoirien et pour être candidat à la présidence de la République, il doit être exclusivement ivoirien et il est. C'est ce que nous savons. Le reste, c'est sa vie privée, c'est ce qu'on appelle des backyards. Quand il va dans un front yard, nous allons en parler. Merci beaucoup. Merci. Nous avons fini avec nos deux séries de questions. Il y a une question sur le cacao. Bon, ah je oui, sais pas la question de Bélier. Pourquoi Bienvenue, Bélier. je ne peux pas éviter ces questions. Même quand je suis ailleurs, même quand je suis dans les magasins, les gens me voient et parlent de ce problème-là. Mais Dieu merci, je suis avec un spécialiste ici. Mais en fait, le problème du cacao, le secrétariat exécutif a fait une session et a fait une déclaration. Je crois que ça a été lu par Madame Docteur Cabran Esther qui est là. Et vous pouvez vous référer à cela. Le PDCI RDA est le parti qui a fondé ce pouvoir, qui a fondé tout ce dispositif. On a voulu le changer, on a voulu le faire, mais on revient toujours à nos dispositifs. Et si on l'applique, on est au mieux. Donc, je pense que le gouvernement vient d'être mis en place. Et nous avons un changement de gouvernance à ce niveau là-bas. Et je constate qu'il y a un changement de gouvernance. Il faut leur laisser le temps de faire preuve, de leur faire leur preuve avant que nous commencions à critiquer. Mais ce que moi je peux vous dire, puisque tu as dit moi en tant que spécialiste, la commercialisation de nos produits de matières premières a été mise en place dans le sens de profiter à deux acteurs, les producteurs et l'État. Quand le système arrive à un moment donné où les producteurs perdent et l'État perd, ce n'est pas bon. Et je pense que le problème qui s'est posé, l'État perd et les producteurs perdent. On a deux combats à mener à ce niveau-là. Le combat avec les chocolatiers, qui tire le maximum de la filière, de la chaîne de valeur. Je crois qu'on représente à peu près 6% ou 5% de l'ensemble de la filière. C'est ça, non? 5, 7%. Bon, lui, il est plus précis. Donc, ça, il faut que nous nous battons pour gagner. Si on a 30%, ce sera beaucoup déjà. La deuxième chose, c'est que dans les 7%, les producteurs doivent gagner un pourcentage important pour leur permettre de vivre. Et vous pouvez voir les rapports de la Banque mondiale, 60% des producteurs de cacao vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc ce n'est pas normal. La deuxième chose, l'État paie. Quand les choses se font mal, ce sont les intermédiaires qui gagnent. Et c'est ces intermédiaires-là qu'il faut voir. Pourquoi se fait-il que les intermédiaires prennent le dessus? C'est ça. Autre chose qu'il faut voir, je parle dans les détails, puisqu'on aura l'occasion d'en parler, c'est que le système de commercialisation, vente par anticipation, a des principes et des éléments clés. Pour vendre par anticipation, il faut minimiser l'écart entre tes prévisions et la réalisation. Vous vendez parce que vous pensez que vous allez produire telle quantité. Donc vous devez avoir un dispositif de prévision qui soit le plus fiable possible. Le plus fiable possible. Autre chose qu'il faut le faire en ce moment-là, si vous devez faire des prévisions, vous devez avoir un dispositif de prévision qui est bon. Tout cela, il faut les analyser. Aujourd'hui, on a tout ce problème qu'il faut revoir. La vente par anticipation permet donc de le faire, d'enrichir la caisse. Au temps du président, il faut boire une PDCI initialement. L'État vendait, l'État prenait ce qu'il voulait et l'État donnait les choses aux gens. Et ce que l'État gagnait, prenait pour faire du développement. Aujourd'hui, on se rend compte que ce sont les acteurs intermédiaires qui gagnent plus que les producteurs, plus que les paysans. Donc je pense que le gouvernement doit pouvoir le faire. Moi, si j'ai un conseil à donner au ministre nouveau, c'est d'auditer tout ce système-là. De vraiment l'auditer. Est-ce que ça fonctionne tel qu'on le veut? Qui est devant la messagerie pour vendre? Comment ça se fait? Est-ce qu'on n'est pas en déphasage par rapport à ce qui se passe? Quand on a vendu, on a donné des contrats. Est-ce que ces contrats sont effectivement réalisés? Voilà, c'était le problème. Donc il faut aller dans les détails. Si on reste
en politisant la situation, personne ne gagnera. C'est un domaine tellement sensible, tellement important, mais je ne pense pas qu'il y ait de la sous-production. Au contraire, à mon avis, les conditions actuelles vont faire que la production du cacao de Côte d'Ivoire va baisser. Ah oui, ça ce sont une analyse personnelle. Parce qu'à partir du moment où, vous avez vu avant-hier, le sugar shoot en train d'augmenter, les gens n'arrivent pas à vendre, la sécheresse se ajoute, les problèmes de commercialisation s'ajoutent, les gens vont switcher, comment on dit ça, se détourner pour aller vers peut-être l'EVA, peut-être d'autres choses qui vont faire en sorte que la production, le prix des cas, le mieux, ce sera que la production sera stable. Donc les chocolatiers là, s'ils ont pu payer à un moment donné le cacao à 7 000 francs CFA le kilo, alors qu'ils disaient qu'ils avaient des stocks, c'est qu'ils pouvaient le faire. En 2024-2023, le prix est monté à ce niveau-là. Les chocolatiers veulent gagner le maximum possible sur nos États. Ça, il faut qu'ensemble, on voit comment on peut contourner cela. C'est dans ce sens que quand j'étais DG avec le ministre d'alors, nous avons initié avec le Ghana, Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Pour pouvoir nous mettre ensemble, 40%, 40% pour pouvoir faire le maximum. Donc, c'est un travail qu'il faut faire minutieusement en dehors des aspects politiques pour que le producteur gagne et pour que l'État gagne. Mais pour le moment, le producteur paie et l'État paie. Et ça, ce n'est pas normal. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Nous sommes à la fin de notre deuxième série de questions. Monsieur le SE, on peut prendre encore une liste bonus? Bon, une troisième. Récemment, sur les différentes plateformes et les réseaux sociaux, on a vu des cadres du PDCI qui ont fait des propositions. Il y a un comme ça qui a dit qu'il serait intéressant pour le PDCI de se rapprocher du RHDP pour négocier le retour du président et la libération des prisonniers. Il a même fait une image pour dire que quand on est en boxe, que tu sens que l'adversaire est plus fort que toi, tu t'accroches à lui pour prendre des forces avant de pouvoir repartir. Et ça dit que, donc on vit en cela un retour du PDCI au RHDP pour permettre à ce que le PDCI reprenne des forces, permettre au retour du président du PDCI pour que le PDCI reparte. Est-ce que cette option est sur la table aujourd'hui? Merci. Tout est dans ma déclaration. J'ai dit qu'il fallait ouvrir un dialogue politique. Et je ne pense pas que le fait de dire qu'on doit s'approcher du RHDP soit la voie. On s'en rapproche du gouvernement. Nos problèmes, les problèmes sont liés au gouvernement. C'est le gouvernement qui règle les problèmes liés à la justice, liés à la cohésion. Le RHDP est un parti politique comme nous. C'est le gouvernement. Donc le dialogue politique se fait avec le gouvernement. C'est pourquoi nous disons que c'est par le dialogue politique. Le RHDP est un parti politique. On a vu que certains, au cours des passages d'aider, ont fait des négociations avec le RHDP, mais ça n'a pas avancé. C'est le gouvernement. Le gouvernement peut prendre, pour certains cas, des lois d'amnistie. Et cette loi d'amnistie peut aussi venir des partis politiques. Donc, comme à mon expérience à l'Assemblée, je pense que ce qui vient des projets de loi ont plus de chances que les propositions de loi dans ce cadre-là. Donc, je pense que nous pensons qu'il faut dialoguer avec le gouvernement. Et dans le dialogue avec le gouvernement va certainement faire droit en invitant les partis politiques. Donc, le RHDP sera invité à cette table de négociation et elle pourra y participer. Mais si nous négocions avec le RHDP ne prend pas d'acte. Ils peuvent être d'accord et puis au niveau du gouvernement, ça peut ne pas être. L'interlocuteur des partis politiques, c'est le gouvernement. Et je rappelle que ce gouvernement est un gouvernement qui appartient à tout le monde. Et donc c'est pourquoi nous on dit qu'il faut un dialogue politique. Et l'image que l'autre a donnée, je suis d'accord avec lui, mais sauf que je ne suis pas d'accord pour dire que quand l'autre est plus fort que toi. C'est-à-dire en plein combat, quand vous savez un peu acculé, vous pouvez vous accrocher. Nous sommes acculés, mais nous ne pensons pas qu'ils sont plus forts que nous. Ça, je pense que c'est ce qu'il faut dire. Et c'est pourquoi j'ai dit aussi, en faisant une image à ça, qu'en boxe, l'esquive fait partie du combat. Le président Fomouza a dit. Ce n'est pas la peine d'aller ouvrir sa poitrine
pour prendre des coups, même si tu penses que c'est un petit, il peut t'amener à un endroit vital et puis tu vas tomber. Et ce sera en ce moment le cas de David et Goliath. Donc moi, je pense que nous sommes un parti de dialogue. Ça, on le répète. Chaque fois que je parle, j'ai donné dialogue. Et nous sommes un parti qui veut venir au pouvoir de manière démocratique. Et je pense que le président Houphouët-Boigny, puisqu'on donne l'image, a donné une image qui est chimique. Il dit que la goutte d'eau qui tombe sur un granit, à force d'être persistante, finit par la percer. Et pour ceux qui ont fait un peu de géologie, savent que c'était la désintégration du granit par les feldspathes, les quartz et les limons. Donc, le président Houphouët-Boigny, sans citer la science, avait donné cette image-là, et que je pense que nous, le fait d'insister, un jour viendra que les gens comprendront qu'il n'y a que le dialogue qui peut amener la sérénité, qui peut amener la paix, parce que même quand on est au pouvoir, tant qu'on n'a pas fini, on est toujours méfiant de ce qui peut arriver comme trouble. Nous ne sommes pas pour les troubles, nous sommes pour le dialogue, et nous sommes convaincus au PDCI-RDA que si on nous laisse la liberté de mobiliser et de dialoguer, d'exprimer, à un moment donné, les gens comprendront que ce que le PDCI propose, ce qu'il dit, ce qu'il défend, peut, à un moment donné, convaincre la population que c'est ça la voie du vrai dialogue, de la fraternité, de la partage équitable et de la prospérité pour tous, comme l'a dit Henri Konan Bénier, le bonheur pour chacun et le progrès pour tous.